remercie beaucoup pour votre présence nombreuse et studieuse et assidue pour cette table ronde intitulée « La mer, un monde sans femmes ». J'allais dire un monde sans hommes, ça commence bien. La mer, un monde sans femmes. Et donc, il y a un point d'interrogation, mais je suis désolée, je vais spoiler le suspense. Non, ce n'est pas un monde sans femmes. Et je pense que vous vous en étiez douté. Je vais vous présenter nos trois intervenantes qui vont dialoguer ensemble et puis avec vous ensuite dans un deuxième temps aujourd'hui. Je vais prendre l'ordre alphabétique dans un premier temps. Donc Emmanuelle Charpentier au bout de la table, maîtresse de conférences en histoire moderne à l'université de Toulouse Jean Jaurès, elle appartient au laboratoire Framespa, spécialiste d'histoire des femmes, d'histoire rurale et littorale de l'époque moderne. Tout de suite, à ma gauche, Corinne Fortier, chargée de recherche au CNRS, rattachée au laboratoire d'anthropologie sociale LAS à l'EHESS. Et Corinne Fortier est anthropologue du genre, anthropologie comparée du genre, notamment dans les sociétés musulmanes, mais aussi en France et plus spécifiquement dans le milieu maritime, c'est ce qui nous occupera aujourd'hui. Et puis enfin, Violaine Sébillotte-Cuchet, que vous avez dû voir à d'autres moments du festival, car elle est très présente cette année et nous en sommes ravis. Professeure d'histoire grecque ancienne à l'université Paris 1 Panthéon-Sorbonne, laboratoire Anima, spécialiste d'histoire des femmes et du genre. Donc ce que je vous propose, c'est d'abord de laisser la parole à chacune de nos intervenantes pendant une dizaine de minutes pour vous présenter de manière assez sommaire leur objet de recherche ou leur cheminement de recherche, leur parcours de recherche. Et après quoi, on entamera une discussion et on gardera, je vous rassure, un temps conséquent pour les questions. Donc vous aurez largement le temps et la liberté de poser des questions. Je vous précise que cette table ronde est filmée et enregistrée. Ce qui signifie qu'au moment des questions, il faudra être un peu discipliné et bien poser les questions dans le micro pour que vos questions soient enregistrées et pour qu'ensuite on puisse visionner cette table ronde sur le site des Rendez-vous de l'Histoire. Voilà. Alors, pour le tour de parole, je vous propose de là, pour le coup, suivre l'ordre chronologique. Ça me paraît plus sensé. Et donc, je vais d'abord donner la parole à Violaine Sébillotte-Cuchet, qui est l'autrice du tout récent Artémise, une femme capitaine de vaisseau dans l'Antiquité grecque, aux éditions Fayard, dans toutes les bonnes librairies et évidemment en bonne place au Salon du Livre, vous vous en doutez, qui est sorti il y a quelques mois, je crois, en mars. Voilà. Merci beaucoup. Violaine, je vous laisse la parole. Merci beaucoup. Vous m'entendez bien? Ça, c'est bien. Ouais. Merci beaucoup. Et alors, je vais pas perdre de temps parce que il faut qu'on ait le temps de discuter. Le sujet de la mer, en fait, des femmes à la mer, je sais pas comment dire. Oui, vous voulez rencontrer les femmes dans l'espace maritime. J'y suis arrivée de manière un peu accidentelle. En travaillant sur Artémise, moi, ce qui m'intéressait, c'était le personnage d'Artémise dans sa fonction de chef de cité et de chef de flotte. Mais je n'avais pas prêté vraiment attention au fait que c'était une flotte et qu'elle était là en tant que capitaine de navire et qu'elle était dans un espace particulier qui était la mer. Donc là, c'est la table ronde qui invite à creuser cet aspect-là. Je vais quand même vous présenter un tout petit peu cette Artémise parce qu'elle n'est pas... Elle n'est pas connue, en fait, hein, pas très connue. Elle pourrait l'être, elle n'est pas tant connue que ça. Et vous montrer tout de suite comment elle est présentée par l'historiographie antique. On la connaît grâce à Hérodote, qui écrit dans les années 440-430 avant Jésus-Christ, et qui, dans ses enquêtes, on appelle aussi l'histoire ou les histoires, au livre 7, il y a la référence, présente Artémise au moment d'une bataille en disant que c'est un officier. C'est un officier et que, franchement, il va parler d'elle, il ne va pas parler de tous les officiers, mais elle mérite qu'on lui accorde une petite place, même une petite place, et donc il s'arrête sur son cas. Et ensuite, il détaille un peu plus loin en expliquant qu'elle régnait donc sur Halicarnasse, sa propre cité, qui est aussi la cité du narrateur, d'Hérodote. Ils viennent de la même cité. Et Hérodote, il est né au moment où Artémise dirige la flotte. Donc il y a quand même aussi une proximité. Hein. Ses parents connaissaient bien, sont des contemporains d'Artémise. Et il explique qu'elle régnait sur cette cité d'Halicarnasse, donc comme reine, et qu'elle disposait d'un territoire un peu plus important avec des îles comme Kos, Nisyros, Kalymnos, et qu'elle fournissait
5 vaisseaux. Elle fournit à qui 5 vaisseaux? Elle fournit 5 vaisseaux à l'armée du grand roi, l'armée impériale, parce que la cité d'Halicarnasse, à cette époque-là, elle est insérée dans l'Empire perse, qui est l'empire qui va de l'Indus jusqu'à la côte actuelle de la Turquie, ce qu'on appelle l'Ionie dans l'Antiquité, qui englobe aussi l'Égypte, et qui tend à monter un peu vers le nord, vers la Thrace et la Scythie. Donc c'est quand même un immense empire, et elle appartient à cette cité grecque, mais les Grecs de la côte ionienne, de cette région-là, doivent apporter des contingents à l'armée du grand roi. Et voilà, et il explique en plus qu'elle a vraiment une flotte très très réputée. Donc c'est pas n'importe qui non plus comme capitaine de vaisseau, c'est une femme qui apparaît comme admirable dans cette fonction de capitaine de vaisseau. J'ai mis taxiarque en bas de la diapositive. C'est le terme qu'emploie Hérodote. C'est un terme qui désigne un chef d'escadron ou de contingent dans la flotte. Donc on est vraiment sur une fonction connue. Je vous remets juste cette carte parce que c'est bien de visualiser un peu. Donc la mer en question, c'est la mer Égée. Donc on est dans la partie orientale de la Méditerranée. Et tout ce qui est en orange, c'est justement l'Empire perse. L'Empire perse, qui va jusque dans cette région côtière qu'on appelle l'Ionie, de manière générale. Et l'Ionie, c'est une région dans laquelle les Grecs se sont installés depuis très longtemps, depuis déjà 5 siècles avant cette bataille-là. Et du coup, Hérodote est né dans cette région, Artémise aussi, ce sont des vrais Grecs, on ne peut pas dire le contraire, mais il se trouve que le contexte géopolitique fait que ces Grecs-là, ces cités-là, sont du côté des Perses, sauf exception dont l'historien va parler, mais sont en général du côté des Perses. Et cette guerre dont il est fait mention, et pendant laquelle Artémise va combattre, c'est cette guerre qu'on appelle la deuxième guerre médique, après la première, qui s'est soldée par la victoire athénienne à Marathon en 490, on est au début du 5e siècle avant Jésus-Christ. La deuxième guerre médique, qui est une expédition, une grande expédition des Perses, pour conquérir, je le dis de façon rapide, pour conquérir la Grèce balkanique, les cités grecques d'Europe, d'une part par la flotte, la voie maritime, et d'autre part par la voie terrestre. On a un circuit qui est double, et Artémise, elle fait partie de cette flotte qui va partir, donc Halicarnasse est ici en bas, qui part et qui remonte, et qui fait tout le tour comme ça, et qui arrive, et Hérodote va parler d'elle, dans la manière dont elle va manœuvrer son bateau à la bataille de Salamine en 480. Voilà. Et donc, toute cette histoire, en général, on connaît ces guerres médiques du point de vue des Athéniens, et parce que c'est une guerre qui a mis en valeur la force d'Athènes, sa ruse, sa capacité à mener l'ensemble des Grecs, à combattre contre la domination barbare, à défendre la liberté contre la servitude. Enfin, vous voyez, les grandes catégories qu'on mobilise toujours pour parler de cette guerre. Et Artémise, elle se trouve là. Et en fait, Hérodote, il dit qu'elle se comporte de manière extrêmement audacieuse et admirable. Et donc, il souligne son cas. C'est ce cas-là qui m'a intéressée, du coup, parce que c'est un cas historique, elle a bien existé, elle vient bien de cette cité-là. Elle accomplit un acte qu'on peut juger comme on le veut, mais ça je vous engage à lire Hérodote, à lire le texte. Et elle a manifesté dans son acte, dans la bataille, elle a manifesté une intelligence tactique très importante, parce qu'elle a affronté les trières athéniennes. Les trières athéniennes, c'est ces vaisseaux dont on a souvent entendu parler. On a ce petit fragment là qui est vraiment tout petit, c'est un fragment de marbre qui date de la fin du 5e siècle et qui montre en fait la superposition des 3 rangs de rameurs qui manœuvrent la trière, et voilà ce que ça donne à peu près, avec aussi la voile pour bénéficier de la force du vent. Et Artémise, elle est peut-être sur un vaisseau un petit peu moins élevé, peut-être pas une trière, mais ça c'est une coupe de la même époque qu'Artémise, elle doit être née vers 520, 530, 540 peut-être, et elle manœuvre ce bateau, et Hérodote explique qu'elle va avoir un esprit de décision quand même très, très, très fort, et puis une capacité à diriger les troupes, parce que alors qu'elle est poursuivie par la flotte athénienne, elle manœuvre son bateau de façon très rapide, elle lui fait faire volte-face, et elle va pénétrer la coque du navire qui est à côté d'elle avec l'éperon de son propre navire. Et cette manœuvre-là, c'est une technique qui est connue chez les Grecs, on appelle le diekplous. Donc ça veut dire qu'elle a la connaissance technique de ces manœuvres maritimes, elle sait piloter ou donner des ordres à bon escient,
hein, trouver le moment où il faut manœuvrer le bateau, commander à cette troupe de marins qui manient les rames. Et voilà, donc elle est dans une position d'autorité, elle est à sa place, elle le fait très bien, et elle s'en sort, elle coule le navire adverse, et après elle s'échappe, et voilà, tout va bien pour elle, c'est terminé. Donc, et ce qui est absolument frappant quand même, c'est que cette mer présentée comme la mer de tous les dangers, quand même, hein, chez les Grecs, la mer Méditerranée, il y a des poissons carnivores, hein, qu'on appelle des requins, il y a des pirates, il y a et on a pas mal de représentations figurées qui montrent les navires qui font naufrage. Et c'est vraiment la représentation quand même des dangers de la mer. Bah, Artémis, elle est comme les autres, enfin comme les autres. On peut discuter, on en discutera après, mais de son cas, mais elle le fait aussi. Et elle affronte ses dangers. Je ne dis pas qu'elle a exploré la mer sur toutes ses faces, parce qu'au bout d'un moment, il faut s'arrêter, sinon on tombe. Hein, la mer, c'est un disque plat. On tombe dans Hadès, donc la mort. Donc, mais ce cas-là, en fait, j'ai trouvé ça, par rapport à la question de la table ronde, ce que j'ai trouvé très intéressant, c'était de nous montrer, de faire prendre conscience que la mer, ce n'est pas un espace uniquement arpenté par les hommes, comme on le croit, comme même moi je le croyais. Enfin, je veux dire, avant de travailler sur Artémis, je ne me posais pas trop la question. Et si vous voulez, nous, on a l'habitude, quand on travaille sur l'Antiquité grecque, de penser la colonisation, toute cette dispersion des Grecs sur les rivages de la Méditerranée, comme une dispersion qui est uniquement faite par des colons, des hommes, et qui vont prendre les femmes indigènes sur place. C'est le modèle qu'on a en général. Du coup, je me suis posé quand même la question, mais Artémis, elle a pris la mer, est-ce que c'est commun ou pas? Et là, j'ai pensé à ce papyrus musical. Alors, c'est un papyrus musical, il y a des notes de musique, donc c'est aussi intéressant, qui rappelle un fragment, qui porte en fait l'écriture d'un fragment d'un chœur de la tragédie d'Euripide qui s'appelle Iphigénie à Aulis. Voilà, ça nous ramène dans une autre histoire, hein, c'est le mythe, mais c'est l'histoire du sacrifice d'Iphigénie par Agamemnon. Lorsque les Grecs vont partir pour Troie, ils vont prendre la mer pour Troie, il faut que les vents soient favorables, ça ne vient pas, et donc la seule solution, c'est de sacrifier Iphigénie, la fille d'Agamemnon. Absolument terrible. Il y a plein de mythes en cascade après qui viennent montrer la grande faute d'Agamemnon. Toujours est-il que dans la pièce, il y a un chœur qui est chanté par des femmes, c'est des personnages, hein, c'est pas les femmes, des personnages de femmes qui viennent de l'île de Bé, qui est en face d'Aulis, l'île de Bé. Et donc, elles ont pris la mer, elles sont venues en Attique, à Aulis. Donc déjà, et ça paraît normal dans la tragédie, on en parle comme si c'est tout à fait banal, hein, qu'elles prennent la mer. Et elles vont chanter sur des plaintes, sur le triste sort. En fait, elles vont plaindre les Lydiennes, les femmes des Phrygiens, toutes ces femmes qui vont se retrouver captives de guerre et qui vont, elles, prendre la mer comme esclaves pour aller dans le pays de leurs vainqueurs. C'est toutes ces histoires en fait, de captifs de guerre. Et au fond, il y en a plein quand on y réfléchit. Io, Europe, Hélène, même Hélène. Il y a plein d'histoires mythiques de captifs de guerre qui ont pris la mer. Parce que la mer, c'était juste le moyen le moyen de transport le plus simple. Malgré les dangers, c'était beaucoup plus simple et beaucoup plus rapide que la route. Et on a des inscriptions, beaucoup plus tardives cette fois-ci, du IIIe siècle, où là, vraiment, sur pierre, un décret qui nous montre que ça arrive aussi à des citoyennes, encore à l'époque historique, qui sont prises comme esclaves par des pirates. Bon, notamment, là, c'est des pirates de Carie. Ce n'est pas un hasard, c'est la région d'Artémis. Et Artémis, elle fait partie d'une région où il y a une réputation, ils sont des très bons pirates. Voilà, donc elle a aussi ça derrière elle, un arrière-plan culturel, disons. Et là, voilà, deux citoyennes qui se retrouvent sur le marché aux esclaves de Délos. Donc, elles ont bien pris la mer. Et puis, par ailleurs, dans la colonisation, du coup, je me suis posé des questions. On a aussi, dans la colonisation, des épisodes sur lesquels on n'a pas assez à prêter attention, mais quand des cités se retrouvaient à la limite de se faire raser par l'envahisseur, et là c'est un exemple pris chez Hérodote où on mentionne Harpage, qui est le général en chef qui travaille pour Cyrus. Donc on est au VIe siècle, milieu du VIe siècle. Qu'est-ce qui se passe ? Les Grecs se disent non, mais on n'a pas du tout envie d'être dominés, la cité va être rasée, on va tous immigrer, tout le monde s'en va. On va fonder une autre cité, on va partir à Abdère, on va partir à Clazomène, on va partir en Italie. Beaucoup partent en Italie du Sud. Et donc cette émigration-là, on ne peut pas penser
qu'ils vont dire, bon, nous on part, et puis vous les femmes, vous restez vous allez vous faire brûler vives, emmener comme esclaves, mais nous on part. C'est juste impensable aujourd'hui. Mais on n'a pas pensé ça tellement. Alors c'est pour un exemple, puis on a d'autres exemples. On a aussi des femmes qui, d'un point de vue professionnel, on a des attestations, toujours des inscriptions, on n'est pas du tout dans le mythe, hein, où on voit par exemple ici, une femme, Aristodama, qui est une poétesse. Eh ben, elle vient de Smyrne. Smyrne, c'est en Asie mineure, du côté de l'Ionie. Donc elle a dû traverser l'Égée pour aller déclamer ses poèmes. Elle participe à des concours, elle circule, et là, en l'occurrence, on est en Étolie, en Grèce centrale, et même à Lamia, en Thessalie. Donc elle a traversé la mer Égée, comme Artémise, mais elle, pour des motifs tout à fait pacifiques, pour participer à des concours. Donc finalement, en cherchant, on s'aperçoit qu'il y a bien des femmes qui ont pris la mer. Et moi, voilà, ce que j'ai trouvé, c'était plutôt sur des questions pour du transport. Voilà, merci. Merci beaucoup, Violaine. Je vous rassure, on va approfondir la question d'Artémise et des femmes grecques, mais je vais passer la parole à Emmanuel Charpentier dans un deuxième temps, qui a notamment dirigé avec Philippe Rodège un ouvrage collectif aux presses universitaires de Rennes, dans la collection Histoire, Les femmes et la mer à l'époque moderne, que je vous recommande, et je lui passe la parole. Oui, merci. Donc les femmes et la mer à l'époque moderne, en fait, j'y suis venue. Là, je vais reprendre un peu mon cheminement de recherche quand j'ai démarré ma thèse, un certain temps maintenant, sur les côtes nord de la Bretagne au XVIIIe siècle. Je m'intéressais tout plus particulièrement aux sociétés littorales, et une des composantes fondamentales des sociétés littorales sont les marins. Donc j'ai commencé, comme tous les étudiants, par chercher des marins dans mes sources. Et donc ces marins, malheureusement, je ne les trouvais pas systématiquement. Enfin, ça dépendait des sources, on y reviendra. C'était un peu embêtant puisque la profession n'était pas toujours indiquée. Donc j'avais des noms, mais je ne savais pas s'ils étaient marins ou pas. Donc j'ai essayé de trouver un biais, une stratégie pour bien mettre la main sur ces marins. Je me suis dit, beaucoup de marins sont évidemment mobilisés au service du roi pendant les guerres. Je pense par exemple à la guerre de 7 ans ou la guerre d'indépendance américaine. Donc j'ai centré une partie de mes dépouillements, en tout cas j'ai fait des échantillonnages sur les périodes de guerre en me disant que j'allais les rencontrer d'une manière ou d'une autre parce qu'ils étaient absents et que voilà, ça serait mentionné certainement dans les sources. Et je les ai trouvés, mais je les ai trouvés à travers leurs femmes surtout. Et c'est comme ça que je suis venue aux femmes de marins. Et en travaillant plus précisément sur ces périodes de guerre, j'ai rencontré des femmes qui expliquaient que leur mari était détenu prisonnier dans les prisons anglaises, parfois depuis plusieurs années, dans le cas de la guerre de 7 ans, qu'elles n'avaient pas forcément de nouvelles d'eux ou qu'ils étaient partis au service du roi. Et puis parfois, en dehors des périodes de guerre, on les trouvait aussi, ces femmes, parce que leur mari était parti aux Indes, à la pêche de Terre-Neuve, à la pêche à la morue. Donc par ce biais, en fait, j'ai rencontré mes femmes de marins donc, dans des archives notariées parce qu'elles bénéficiaient de procuration. Leur mari, juste avant de partir, leur donnait une procuration qui était une délégation de pouvoir avec des compétences plus ou moins larges, mais souvent très larges quand même, pour qu'elles puissent agir en leur nom. Donc procuration qui prenait fin au moment où lorsque le marin revenait à terre, et puis qu'il fallait renouveler dès qu'il reprenait la mer. Donc on a dans certains actes des suites de procuration qui sont faites, ce qui permettait d'économiser du papier aussi. Je les ai rencontrées aussi chez les notaires parce qu'elles vendaient des terres, elles vendaient des biens fonciers, elles en achetaient, elles passaient des créances, donc elles prêtaient de l'argent ou bien elles en empruntaient. Et puis je les ai aussi retrouvées dans les archives judiciaires, procédures criminelles classiques où elles portaient plainte comme d'autres individus, pas elles particulièrement, mais on pouvait les retrouver comme ça. Elles étaient convoquées comme témoins aussi dans des affaires, ce qui permettait d'avoir une idée de leur profession, tout au moins de leur activité. Et puis je les ai retrouvées aussi dans les procédures civiles. Alors la particularité de la Bretagne, c'est que les inventaires après décès se trouvent dans les archives judiciaires. Ce sont les greffiers de juridiction qui les font et non pas les notaires. Donc dans des inventaires après décès, à l'occasion, malheureusement pour elles, de la mort de leur mari, puisqu'il fallait protéger les droits des héritiers, et les inventaires après décès étaient rendus obligatoires par la coutume de Bretagne, dans ce cas-là, en cas de décès d'un des conjoints. Donc en fait, je les ai rencontrées comme ça, et puis
voilà, j'ai évidemment collecté les actes. Et puis, en me disant qu'il y avait quelque chose à faire sur ces femmes. Et en fait, c'est une proposition de journée d'études qui m'a vraiment donné l'idée de travailler sur elles. C'était une journée d'études consacrée au temps, qui se déroulait à Lorient. Donc le temps dans les sociétés littorales, donc sujet très large s'il en est. Et voilà, j'ai eu l'idée de travailler sur ces femmes de marins et leur gestion de l'absence. Parce que en fait, elles ont une situation un peu particulière à l'époque moderne. Donc, comme toutes les femmes, elles sont, alors à l'exception des veuves et des filles célibataires, mais comme en tant que femmes mariées, elles sont soumises à la tutelle de leur époux. Donc, en théorie, pour aller chez le notaire, pour aller devant un officier de justice, il faut qu'elles soient autorisées. Hein. La mention est vraiment indiquée telle qu'elle par leur mari. Ces femmes de marins, pendant l'absence de leur mari, elles continuent d'y aller, mais elles sont presque en leur nom propre. Donc elles sont vraiment dans une situation intermédiaire, pas la situation des veuves ou des filles majeures qui ont une pleine capacité juridique, mais pas complètement non plus la situation des femmes mariées de leur paroisse ou de leur ville, parce qu'elles ont des droits un petit peu plus importants, juste le temps de l'absence de leur époux. C'est ça qui est intéressant. Et en fait, ces droits leur confèrent beaucoup d'autonomie. Alors, là, elles ont vraiment la capacité à exercer leur capacité d'action, leur agency, comme diraient nos collègues anglophones, ou pas d'ailleurs, des femmes ne s'en saisissent pas non plus. Et donc c'était une façon d'observer ces femmes aussi dans leur quotidien. Donc, et là, les sources finalement sont quand même assez bavardes, hein, quand on sait bien les regarder, on en reparlera après. Et donc c'est vraiment un sujet que j'ai trouvé passionnant, donc qui a donné lieu à plusieurs publications, mais on s'est rendu compte avec mon collègue québécois Benoît Grenier, qui a travaillé sur les procuratrices en Nouvelle-France, donc qui étaient des femmes en fait de colons installés en Nouvelle-France, qui étaient aussi confrontées à l'absence de leur conjoint. On s'est rendu compte qu'on avait là une vraie lacune historiographique qui avait été très 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 peu saisie par les historiens et que ça méritait vraiment un gros travail dessus. Donc sur les femmes de marins, alors je tiens quand même à rappeler l'œuvre d'Alain Cabantos, je pense que vous connaissez tous, pour l'époque moderne, qui avait quand même le premier mis en avant ces femmes de marins, mais sans trop développer, parce qu'on était au tout début de l'histoire littorale, l'histoire des gens de mer, donc c'est vrai que c'était vraiment les marins qui intéressaient davantage, mais lui en a parlé, Dominique Guillemet en a aussi parlé pour les îles. Mais après, ces femmes de marins, c'est vrai qu'elles étaient toujours un petit peu dans l'ombre, parce que, bon, de toute façon, les sources sont des sources qui concernent quand même, premièrement, leurs conjoints. Et donc, voilà, il s'agissait d'un vide historiographique que l'on a essayé de combler. Donc Benoît pour ses procuratrices de Nouvelle-France et puis moi pour mes femmes de marins. Et donc ça a donné lieu à une journée d'études à Lorient, dont Manon a montré les actes sur les femmes et la mer à l'époque moderne, parce que avec mon collègue Philippe Prodège, on a essayé aussi d'élargir la question aux relations qu'entretiennent les femmes avec la mer à l'époque moderne. Donc de ne pas travailler uniquement sur les femmes de marins. Et puis avec Benoît Grenier, on a organisé un colloque à Rochefort sur les femmes face à l'absence, puisque finalement, cette situation d'absence, on la retrouve donc pour les migrants, pour les prisonniers, pour tout un tas de catégories sociales. Même les régentes, finalement, sont confrontées à l'absence de leur époux. Donc, pour tout un tas de catégories de femmes, ce qui était vraiment très, très intéressant. Et bon, les actes devraient être publiés d'ici peu aux éditions Ouna, éditions numériques. Donc voilà, moi j'y suis venue comme ça. Et donc, ces femmes de marins, elles ont pour particularité d'avoir beaucoup d'autonomie et en même temps beaucoup de contraintes, puisqu'il faut qu'elles se débrouillent durant l'absence de leur mari. Et la contrainte aussi, c'est le retour du conjoint
à terre, puisque comme elles sont très débrouillardes et souvent très autonomes, il faut faire aussi une place au conjoint, ce qui n'est pas toujours simple, vous vous en doutez, surtout quand il est parti 2 ou 3 années au long cours, qu'il revient. Donc voilà, voilà mon cheminement. Merci beaucoup Emmanuelle. Je pense que ça fait déjà écho avec d'autres choses, mais je vais tout de suite donner la parole à Corinne Fortier, qui, je vous l'ai dit, est anthropologue et qui a notamment, pour vous parler de ses travaux brièvement, coordonné un numéro de la revue Sciences et Vidéos sur les migrants, ces nouveaux héros, et dans laquelle elle a publié un très bel article sur migrants marins et bateaux naufragés. Et puis, mais elle va nous en parler, donc je ne fais que l'annoncer, elle a également réalisé des portraits documentaires sur les femmes de marins en Finistère que vous pouvez voir. Je crois que Corinne va nous en montrer peut-être quelques-uns, j'espère. Mais vous pouvez les voir, ces portraits documentaires, sur la plateforme audiovisuelle de l'enseignement supérieur et de la recherche qui s'appelle Canal UTV. C'est très facile à trouver. Cela dit, si vous tapez Corinne Fortier, femme de marin, vous allez trouver tout de suite les films. Et c'est vraiment des portraits documentaires d'aujourd'hui, de ces femmes du Finistère qui sont passionnants. Corinne. Bien, merci beaucoup pour avoir organisé cette table ronde et aussi je suis très heureuse d'être ici au rendez-vous de l'histoire de Blâme, même si je suis anthropologue. Donc il y a une longue tradition de dialogue entre anthropologie et l'histoire, bien sûr. Alors, donc moi, en tant qu'anthropologue, je m'intéresse surtout au corps et au genre, aux questions de genre. Et donc, en fait, j'ai été amenée comme ça à m'intéresser aux marins, enfin aux pêcheurs en particulier, et aux femmes de pêcheurs dans le Finistère. Donc on va rester encore en Bretagne. Donc par le biais, alors je voulais, pour être au plus près de leurs paroles, de leurs non-dits aussi, etc., et de leurs émotions, faire des petits films qui sont pas des grands documentaires cinématographiques avec des petits moyens, mais justement pour pas parler à leur place, mais pour que leurs paroles soient recueillies, et de monter donc des petits films que j'ai appelés Portraits de mer en Finistère, donc, dont Manon vient de parler, qui sont sur ce site de la HESS, qui sont consultables même si tout n'est pas encore monté. Et en fait, c'est vrai que pour accéder aux femmes de marins, il faut passer par les hommes, quoi, comme dans beaucoup de sociétés. C'est-à-dire qu'en fait, donc j'ai essayé de monter aussi à bord de bateaux avec des pêcheurs, de filmer leur pêche. Et en fait, ça a toujours été plus difficile, même si j'ai toujours dit que je souhaitais aussi faire des entretiens avec des femmes, et j'essayais de m'approcher, etc. Ça a toujours été beaucoup plus compliqué, c'est assez paradoxal, parce que bien sûr je suis une femme, mais en fait c'est aussi des logiques qu'on retrouve par ailleurs. Donc ces femmes disant toujours, mais en fait moi je n'ai rien à dire, enfin la question là d'être dans l'ombre, c'est quelque chose cette invisibilisation, elle est aussi complètement intériorisée par ces femmes qui pensent que leurs hommes, pour le dire en fait rapidement, sont des sortes de héros, c'est eux qui ont cette histoire, qui ont des choses à dire, et elles en fait elles sont dans l'ombre de leur mari à la maison, et en fait souvent elles sous-estiment leur rôle, qui, on va le voir, est absolument fondamental pour les hommes, à la fois économiquement, pour la gestion de l'argent, parfois pour la vente du poisson, pour s'occuper des enfants, pour la maison, et aussi pour les enfants. Donc il y a en fait, la mer est le domaine des hommes, et tout ce qui est à terre est le domaine des femmes, mais avec une sorte de dévalorisation de ce travail. Ce qu'on retrouve aussi, je ne sais pas si vous avez dû écouter Michel Perrault, cette grande historienne des femmes, qui a toujours dit la même chose, c'est-à-dire qu'on a toujours, les héros, c'est toujours les hommes, on s'est toujours visibilisé sur eux aussi, et il y a cette parole des femmes qui, même quand aujourd'hui, elle est toujours plus difficile à recueillir que celle des hommes, même quand on veut leur donner la parole et quand on veut les filmer. Et par exemple, pour les filmer, les hommes, j'ai jamais eu vraiment de problème, mais les femmes aussi, ça a été très très compliqué
compliqué, justement aussi d'avoir les filmer, ça veut dire aussi d'avoir une parole qui va devenir publique et pas seulement des confidences. Et ce passage aussi donc de l'espace privé ou de la confidence entre femmes à l'espace public finalement de films qui vont être visibles par tout le monde, c'est aussi quelque chose qui est un passage qui est extrêmement difficile à franchir pour ces femmes. Alors, bien sûr, donc dans le Finistère, alors bon, je ne vais pas revenir sur, mais bon, anthropologiquement, la pêche a toujours été masculine. Ça, c'est quand même quelque chose, c'est une sorte d'universel qu'on retrouve dans toutes les sociétés, pas seulement dans le Finistère et en Bretagne. Et on peut dire la même chose de la chasse. Bon, je vais pas rentrer dans ces débats anthropologiques. On peut aussi en parler après. Sans doute, quand même. Alors, en plus, il y a des superstitions, enfin bon, en tout cas en anthropologie, on n'appelle pas vraiment ça, mais enfin des représentations négatives sur les femmes qui montent sur les bateaux en disant qu'elles vont porter malheur, que si on vient sur un bateau de pêche, eh bien, les hommes vont moins pêcher, etc. Bon, donc il y a aussi des représentations négatives qui vont justement aussi rendre leur venue à bord presque tabou. En fait, c'est-à-dire qu'il y a une sorte de rapport presque sacré, interdit au corps d'une femme sur un bateau. Donc, en fait, bien sûr, tout ça, c'est des représentations, à mon avis, qui sont un peu idéologiques et qui visent fondamentalement à empêcher que les femmes puissent avoir un accès à la ressource économique, qui est le poisson, qui est une ressource économique, bien sûr, première, comme pour la chasse, qui est la viande, donc le poisson et la viande étant les deux aliments principaux, enfin très importants. Donc je pense que ça fait partie aussi finalement de la domination masculine, du patriarcat dans toutes les sociétés, d'empêcher cet accès des femmes à la pêche et à la chasse. Alors que, après, il y a tout à fait une possibilité technique ou bien même physique que les femmes puissent pêcher ou même chasser. Alors d'ailleurs, donc j'ai pu rencontrer une des rares femmes en France qui est au Guilvinec, qui pêche. Peut-être que elle est très médiatisée, donc peut-être que certains l'ont déjà vue à la télévision, qui s'appelle Scarlett Lecor. Qui est une. Donc j'ai été à bord de son bateau, je l'ai aussi filmé, etc. Elle a aussi un magasin d'algues où elle traite aussi. Elle a été au Japon, elle a fait des formations sur les algues. Enfin bon, c'est quelqu'un de absolument polyfonctionnel et très très active. Et c'est intéressant parce qu'en fait, vous savez, dans la plupart des bateaux, souvent des hommes, le nom des bateaux est souvent très très important. Souvent, c'est des noms. Alors, selon son idéologie politique, ça peut être des noms politiques, des noms, enfin voilà, ou plutôt communistes. À un moment donné, c'était le cas à Douarnenez, où il y avait, et puis il y avait le camp plutôt des catholiques, où il y avait des noms plutôt religieux. Bon, mais en fait, il y a aussi des noms souvent très intimes pour les bateaux. Souvent, les hommes donnent des noms de leurs femmes ou de leurs enfants. Parfois, s'ils ont plusieurs enfants, d'ailleurs, ils couplent le nom des enfants. Et là, c'est intéressant parce que donc, Scarlett a donné comme nom à son bateau le nom de son mari. Donc, on a déjà un premier renversement du genre. Donc, en fait, son mari s'appelle Jean-Claude et il est lui-même marin, mais hauturier. Il part très longtemps. Bon, maintenant, il est à la retraite. Et donc, elle a baptisé son bateau « Mon copain Jean-Claude ». Donc, déjà, on est dans la même lignée, mais avec un renversement de genre, je trouve, qui est tout à fait intéressant. Alors, quand je vais poser des questions sur, en même temps, son insertion dans un milieu quand même extrêmement masculin. Après, s'il y a des questions, je pourrais aussi parler de ma propre insertion dans ce milieu aussi très, très masculin, dans ce milieu maritime. En fait, elle disait qu'elle n'avait jamais reçu de remarques sexistes ou quoi que ce soit, qu'elle avait toujours été respectée. Elle est devenue d'ailleurs porte-parole des pêcheurs au Guilvinec. Donc ça veut dire que elle était vraiment, elle avait un niveau de représentation de tous ces hommes. Ils étaient représentés par cette femme. Par contre, ce qui était intéressant, et là encore, c'est qu'elle disait par contre qu'elle avait souffert des dires des femmes qui voyaient d'un très très mauvais œil qu'une femme justement prenne la mer
et cette activité masculine, comme si elle transgressait quelque chose, alors que sa place était plutôt donc à la maison et auprès de ses enfants. Donc là aussi, on voit que parfois aussi, bon, ça c'est aussi un classique en anthropologie, on le sait, mais quand on parle de domination masculine, de résistance à ce que les femmes accèdent à certains secteurs de la société qui leur sont souvent interdits et qui sont monopolisés par les hommes, on voit parfois que ce sont aussi les femmes qui résistent le plus à ces évolutions. Alors, donc en général, les pêcheurs sont partis. Enfin, vraiment, le domaine des hommes, c'est la mer. Donc, en fait, souvent, ils délaissent complètement un peu les activités de la terre et donc ils les délèguent complètement à leur épouse. Et ce qui fait que en fait, les hommes sont un petit peu comme des pourvoyeurs en fait, de l'argent, de la pêche, donc qui va être la manière de vivre et de faire tourner la famille. Et donc, les femmes vont jouer un rôle très très important par rapport à cette gestion de l'argent et la manière de le dépenser, et en prenant des décisions pour la famille, y compris par exemple d'acheter des maisons, d'acheter des biens immobiliers, parfois en l'absence de la décision de leur mari. Donc c'est-à-dire que c'est elle qui gère absolument tout concernant l'argent à terre. Et il y a même en fait une sorte j'ai trouvé, de représentation négative des hommes, comme s'ils étaient, les hommes, bon, en tout cas des pêcheurs, comme s'ils étaient incapables de gérer l'argent. Bon, avec aussi cette idée qu'ils pourraient le boire au bistrot avec les copains, mal le dépenser. Donc il y a vraiment un contrôle. Et presque, en fait, c'est très intéressant parce que déjà, quand les pêcheurs, en tout cas dans le Finistère, s'engagent très jeunes comme Mousse, déjà, dans un premier temps, ils ne gardent pas l'argent pour eux, ils le donnent à leur mère. Et c'est la mère qui va qui va le faire thésauriser, enfin le conserver, comme si déjà il y avait cet apprentissage c'est une sorte de domination aussi là des femmes sur l'argent des hommes. Et en fait, ça subsiste après avec l'épouse, où c'est l'épouse qui gère. Alors, parce que aussi, donc, elle est plus économe, etc. Mais il y a cette idée quand même qui est assez et qui est intéressante d'un point de vue du genre, parce qu'en fait, dans beaucoup de sociétés, c'est un peu le contraire. On pense que les femmes sont incapables de gérer l'argent, qu'elles vont faire des bêtises, etc. Qu'elles sont irrationnelles, qu'elles vont le dépenser. Et là, en fait, dans le milieu maritime, on a vraiment une représentation inversée, où c'est plutôt les hommes qui sont considérés comme irresponsables vis-à-vis de la gestion de l'argent, et où c'est les femmes qui vont avoir cette gestion rationnelle de l'argent, et qui va être aussi pour toute la famille, pour les enfants, etc. Donc, voilà. Donc, en fait, c'est pour cette raison aussi que j'ai parlé de empowerment dans un article qui va être publié sous la direction d'Emmanuel, donc dans le livre qui va sortir bientôt, qui justement renvoie à la notion de prise de pouvoir des femmes du point de vue des rapports de genre. Et donc c'est un pouvoir qu'elles exercent non seulement quand l'homme est absent, quand il est en mer, mais ça continue quand il est à terre en sa présence. En fait, on a une sorte de dépendance. Alors, on a une image comme ça d'un homme viril, puissant. On a toujours la citation de Victor Hugo, bien sûr, homme libre, tu chériras la mer. Et en fait, à terre, il y a une réalité où en fait ces hommes sont extrêmement dépendants économiquement de leur épouse. Et en fait, ils sont beaucoup moins autonomes. Aussi, elle gère souvent aussi je pourrais aussi rentrer dans des détails, son emploi du temps, qui il voit, par exemple. Aussi, quand on fait aussi des entretiens, on passe par la femme pour avoir... Enfin, voilà, elle gère les mails. Souvent, ils ont des mails communs. Elle répond au téléphone. Donc, il y a une gestion de la vie de son mari à terre. Et en fait, les hommes acceptent ça parce qu'en fait, ils disent que eux, ils ont suffisamment de problèmes en mer
Et en fait, à terre, ils veulent absolument pas gérer ces questions. Et alors, par exemple, un marin dira « On leur laisse tous les problèmes à terre, sans elles, on n'est rien à terre ». Donc, on a vraiment une division, on pourrait dire, du travail genré qui est extrêmement marquée, encore aujourd'hui, dans ce milieu. Donc, beaucoup de femmes aussi... alors, dans la génération de 60-70 ans, il y a beaucoup de femmes qui exerçaient déjà un métier avant de rencontrer leur mari, parfois le secrétariat, la comptabilité. Et en fait, lorsqu'elles se sont mariées, elles ont souvent abandonné leur travail pour s'occuper justement des comptes de leur mari et pour s'occuper de leur enfant. Et beaucoup aussi de marins avouent que les papiers, c'est pas leur fort. Et que si jamais aussi il y avait une séparation entre eux, eh bien, ils seraient complètement perdus. Donc, on a cette division du travail. Je ne sais pas, ça suscite des émois. On va en discuter tout à l'heure. On va en venir aux discussions. Visiblement, vous réagissez beaucoup, mais on va laisser quand même Corinne Fortier terminer son propos, s'il vous plaît, en 2 minutes, pour qu'on passe aux questions. Bon, alors d'accord. Donc, sinon aussi, bon, alors, je vais, voilà. Alors aussi, bon, dans un entretien, un pêcheur à la retraite dira que les femmes de marins avaient la belle vie, justement, parce qu'en fait, en gros, pour lui, ça veut dire qu'elle n'avait pas d'activité, pas de travail. En fait, elle restait à la maison. Donc, il y a toujours cette idée d'un travail domestique, bien sûr, qui est invisibilisé chez les femmes. Et tandis que eux, ils trimaient dur sur le bateau et rapportaient de l'argent. Et donc, c'était intéressant parce que lors de ce dialogue, l'épouse, qui était complètement silencieuse pendant tout l'entretien, a immédiatement contredit son époux en rappelant qu'elle travaillait beaucoup à la maison, en disant moi je frotte par-ci, frotte par-là, moi je n'arrête pas de faire le ménage et m'occuper des enfants. Alors c'est quelque chose aussi qui les hommes disent ne partagent bien sûr, mais comme c'est pas que les marins, aucune tâche domestique, c'est quand même une question générationnelle. Mais en même temps, c'est aussi, mais par contre ils le font à bord du bateau, c'est-à-dire qu'à bord ils font la cuisine, ils détripent le poisson, ils lavent le pont, etc. Donc des tâches en fait qu'on pourrait considérer comme féminines dans un espace domestique, qu'ils assument dans cet espace qui est masculin et qui est un espace particulier, un bateau. Bon, quelqu'un a parlé d'hétérotopie de Foucault. Bon, peut-être vous n'étiez pas là dans un colloque. Bon, moi aussi, là, j'ai travaillé aussi sur cette notion. C'est un lieu hétérotopique, un bateau au sens vraiment foucaultien. C'est un lieu extrêmement particulier. Donc là, ils assument des choses, par exemple, qu'ils peuvent faire entre hommes, mais qu'ils ne vont pas faire à terre parce que ça ne renvoie pas à leur rôle de genre. Bon, j'ai combien de minutes ? Oui, d'accord. Alors, juste, quand même, je voulais juste dire qu'un des rôles importants aussi des femmes, enfin, en tout cas, ça l'est de moins en moins, c'était aussi de vendre le poisson à l'arrivée du bateau pour, en tout cas, cette petite pêche côtière. J'ai pas prononcé le mot encore. Et et ça, c'est une activité qui est très importante chez les femmes. Bon, il y a un petit film qui parle de ça, je ne vais pas en parler ici. Peut-être si on dialogue un peu et si on a le temps, on peut passer le film ensuite avant les questions du public. Voilà, bon, donc je vais finir juste là-dessus en disant que, voilà, en tout cas, on a des rôles de genre qui sont extrêmement clairement établis. C'est-à-dire qu'en même temps, même si la femme a une autonomie, un empowerment extrêmement important, puisque du fait de l'absence aussi de son mari, et en fait, qui lui laisse tout faire, on a aussi quand même des rôles de genre extrêmement très très bien définis. Et aussi, ça renvoie, là aussi on pourra ouvrir après la discussion, et ça fait écho à la dernière phrase qu'a prononcée tout à l'heure Emmanuel. C'est-à-dire que lorsqu'il se retrouve à la retraite et que le pêcheur est à terre et qu'il partage la maison avec son épouse, c'est un moment souvent extrêmement difficile, puisque justement, en fait, il n'a pas vraiment de place à la maison.
Et là, il faut justement recréer une vie à deux et des rapports de genre qui sont différents d'avant, où en fait ils menaient presque des vies parallèles, l'un en mer et l'autre à terre. Voilà, je vous remercie. Merci beaucoup, Corinne. Oui, je pense qu'on peut applaudir nos 3 intervenantes. Merci. Donc, petite salve de questions et puis vous permettre de dialoguer entre vous. Et puis ensuite, on passera aux questions de la salle qui, je le sens, vont être nombreuses. Moi, je trouve, pour faire une petite transition entre vos 3 interventions, quand même très intéressant de constater que les unes et les autres, vous avez témoigné du fait que vous avez dû construire votre objet d'étude, que ce n'était pas un objet immédiatement pensable et pensé, et que finalement, de ces impensés historiques, anthropologiques, ça vous a conduit à repenser vos objets et repenser les espaces. Violaine, je pensais à ce que vous disiez sur l'espace méditerranéen, les traversées, les déplacements, la circulation. Donc, repenser les espaces, les thèmes, les acteurs à partir d'un objet finalement pas immédiatement donné comme pensable. Et l'autre constat que je fais en vous écoutant, c'est aussi que finalement, à propos de la question des femmes et de la mer, on retrouve ce mouvement historiographique assez classique. Emmanuel évoquait les travaux précurseurs d'Alain Cabantous. C'est qu'on s'occupe d'abord... Moi, il se trouve que je travaille plutôt sur la guerre de 14, mais c'est un peu le même mouvement. C'est-à-dire qu'on a d'abord fait l'histoire des soldats, et puis une fois qu'on avait bien déblayé le champ des soldats, on est allé voir ce que faisaient leurs femmes à l'arrière. Et se pose aussi donc cette question du silence, ou du fait que ce soit des catégories silencieuses, du moins en apparence silencieuses, invisibles en apparence invisibles. Et peut-être c'est ça une question que je vous pose à toutes les 3, c'est cette question, puisque vous avez toutes les 3 utilisé le terme, me semble-t-il, de l'invisibilité de à la fois ces individus et cette catégorie en tant que catégorie. Et donc, comment, à partir soit de vos recherches empiriques, soit à partir de figures un peu comme ça exceptionnelles, comme Artémise d'Halicarnasse, plus récemment pour le 19e siècle, il y a la figure de la Bouboulina, cette femme corsaire grecque. Comment ces figures exceptionnelles éclairent finalement aussi la masse des anonymes et va complexifier notre vision des sociétés présentes ou passées, en nous obligeant à interroger la construction de ces catégories. Je ne sais pas si vous... Sur l'invisibilité, si vous voulez... Oui, mais ces femmes, effectivement, de prime abord, elles sont invisibles. Il faut passer par leur marin de marée pour les aborder. Mais finalement, on les voit quand même dans les registres matricules des classes, qui sont tenus... quand le système des classes est mis en place, à partir de 1668 par Colbert, l'objectif c'était de s'assurer des matelots sur les navires de la marine royale en temps de guerre. Et ces matelots, il fallait qu'ils soient entraînés, donc ils devaient 1 an, tous les 3-4 ans, selon les provinces, pour le service du roi. Ils n'avaient pas du tout le droit de naviguer à la pêche ou au commerce. Ils devaient se consacrer au service du roi, toucher une demi-solde ils étaient à terre, et puis évidemment ils étaient levés en temps de guerre. Et donc pour assurer l'efficacité de ce système, le système des classes s'est reposé sur des registres matricules, c'est-à-dire un suivi nominatif de tous les marins du royaume de France, avec un littoral divisé en sections qu'on appelle des quartiers. Et chaque marin, tous les ans, devait passer au commissariat de son quartier pour dire ce qu'il avait fait pendant l'année, dans quel navire il comptait s'embarquer, pour quelle activité. Et donc, à chaque fois, la première fois qu'il s'inscrivait, il indiquait évidemment son nom, son prénom, sa domiciliation. Et puis quand il se mariait, il indiquait son âge aussi. Puis quand il se mariait, il indiquait le nom de sa femme. Et en fait, ces femmes, elles font vraiment figure d'interlocutrices privilégiées du commissaire au quartier, parce que bien souvent, ce sont elles qui viennent récupérer le salaire de leur marin de mari, surtout quand il est parti au service du roi depuis un certain temps, en temps de guerre. Sont elles aussi qui manifestent, par exemple à Brest,
en 1709, on a presque une émeute, enfin, c'est un grand mot, mais en tout cas une manifestation de femmes de marins sous les fenêtres de l'intendant du port qui viennent réclamer des salaires qui n'ont pas été versés depuis au moins 2 ans. Donc imaginez, elles n'ont pas de salaire. Bah, évidemment, le travail pour elles est absolument obligatoire. C'est impensable de ne pas travailler, de ne pas avoir de revenus. Donc elles manifestent tellement fort que l'intendant qui est en pleine réunion du Conseil de guerre, on est pendant la guerre de succession d'Espagne, envoie son secrétaire. Le secrétaire, c'était vraiment le mauvais messager. Il est envoyé pour leur expliquer qu'on n'aurait plus d'argent dans les caisses depuis 1708, pourquoi elles n'ont pas été payées, mais elles ne vont pas être payées tout de suite. Et donc elles finissent par lui jeter des pierres. L'intendant descend pour leur parler, et puis finalement il est obligé de les faire évacuer par l'armée, par l'armée c'est un grand mot, par quelques soldats, parce qu'elles font trop de désordre, elles se font entendre. Et puis finalement, quand le secrétaire d'État à la marine donc demande des poursuites contre ces femmes, contre les meneuses, il laisse un peu tomber, puisqu'il sait très bien la misère dans laquelle elles sont. Donc ces femmes, on les voit quand même. Dans les registres matricules, on sait que certains marins demandent à ce que leur salaire soit donné à celles-ci. Les armateurs les voient aussi, parce que parfois le mari repart dans une campagne de pêche, dans une campagne de cabotage ou au long cours, donc elles vont chercher... son salaire. Les salaires sont versés en retard en général, enfin, encore plus pour la marine royale. Et puis on les retrouve, ces femmes aussi, lorsque leur mari décède en mer, elles viennent récupérer donc les salaires qui sont dus, et puis le montant en général de la vente des hardes et des effets de leur mari à bord. Donc ce qui représente toujours un petit peu d'argent. Donc on les voit à travers ces sources a priori très masculines que sont les registres matricules des classes. On les retrouve, je vous l'ai dit, dans les actes notariés, les archives judiciaires, et puis on les retrouve parfois dans des écrits personnels. Alors, c'est beaucoup plus rare, puisque la plupart des femmes de marins, alors surtout les femmes de matelots, qui nous intéressent, parce que c'est aussi faire l'histoire par le bas, c'est toujours intéressant. Elles écrivent très peu parce qu'elles n'ont pas l'utilité de l'alphabétisation, mais on peut en retrouver. Et, j'ai eu la chance de trouver, alors grâce au conservateur des archives donc, du service historique de la Défense à Brest, des lettres formidables, très peu de lettres, c'est un tout petit corpus de 9 lettres et d'un fragment, les lettres de Marie-Jacquette Pignot, qu'elle a adressées à son mari donc, quand il est parti. Alors, ce n'était pas du tout un marin, c'était un charpentier, mais il s'est embarqué brutalement en 1745, en pleine guerre. Et donc, elle lui a adressé 9 lettres et demie. Il partait pour Callao, mais il s'est arrêté 1 an à Cadix. Et on a ces quelques lettres que lui a conservées. Bon, vous l'avez compris, ça s'est mal terminé. Il est mort à Callao d'une fièvre. C'est malheureusement classique dans le cas des marins, mais il avait gardé les lettres de sa femme dans ses affaires, avec des factures aussi de pacotille. Et donc, Philippe Henwood a retrouvé ces lettres et les a publiées. Elles sont absolument formidables, je les ai vues. En vrai, et c'est vrai que c'est très émouvant de voir, parce que Marie-Jacquette, c'est quelqu'un qui est très débrouillard, elle est alphabétisée, mais elle écrit partout sur les lettres, elle comble tous les espaces. Et là, c'est vraiment un corpus exceptionnel, mais elles sont rares. Alors, peut-être qu'on trouvera d'autres types de documents de ce type. Mais là, c'est très intéressant parce qu'on a accès aux émotions. Et Marie-Jacquette, c'est quelqu'un qui est assez... qui dit ce qu'elle ressent. Elle ressent vraiment beaucoup de chagrin. Elle le dit à son mari. Ils étaient mariés depuis 12 ans. Ils avaient une vie sédentaire. Et puis, voilà, tout d'un coup, elle se retrouve seule avec ses 2 garçons à devoir se débrouiller. Bon, peut-être qu'elle a travaillé avant de se marier. Mais là, elle est obligée de se remettre à travailler. Merci Emmanuelle. Violaine, parce que ce que disait Emmanuelle sur c'est très rare, c'est des sources très rares, on ne peut pas forcément généraliser. Oui, mais ça nous permet le peu... nous permet aussi d'éclairer la masse de toutes celles qui n'ont pas laissé de traces. Oui. Sur la question de la visibilité, moi je pense que là, on doit quelque chose quand même aux historiennes qui nous ont précédées, parce que c'est quand même l'histoire des femmes qui a mis le projecteur sur cette question-là, et que si elles n'avaient pas été là à l'université, dans les bibliothèques, etc., il n'y aurait pas eu ces questions-là, parce que ce n'est pas l'historiographie ancienne, voire même du 19e, qui nous a aidés pour ça.
Après, sur la question... Donc bon, il y a quand même quelque chose là qui est... On s'inscrit en fait dans une continuité, c'est ça que je veux dire. Après, c'est vrai qu'il y a aussi le problème que les sources dont on dispose, elles reflètent de pratiques sociales. Et donc, on ne va pas non plus... si dans les pratiques sociales, il y a peu de femmes, eh bien, les sources vont faire moins état des femmes. Si on prend l'Assemblée nationale et les minutes de l'Assemblée nationale avant la parité, on va se dire, en France, il n'y a pas beaucoup de femmes. Hein. Donc, si on n'a que ça... En fait, on est aussi tributaire de cette question-là, de la nature de la documentation. Nous, pour le monde grec, par exemple, d'abord, on s'aperçoit qu'il y a des historiens qui ont quand même parlé de femmes. Hérodote, hein, il parle d'Artémise, et il ne parle pas que d'Artémise. Donc, en fait, finalement, quand on cherche, on en trouve. Même dans l'historiographie antique. Et puis, après, quand on regarde les types de sources, on s'aperçoit qu'il y a des sources dans lesquelles elles sont très présentes. Par exemple, les épitaphes. Dans le monde funéraire, les épitaphes, il y a beaucoup de femmes. Et donc, il y a des adjectifs, il y a des métiers, il y a des localisations. Donc, c'est intéressant de travailler aussi là-dessus. Ou les dédicaces dans les sanctuaires. Quand elles remercient les divinités, elles expliquent pourquoi elles remercient, quel genre de dons elles font, combien elles payent, si c'est sur leur propre argent. Donc là, on en a aussi. Après, voilà, ça va dépendre des pratiques sociales pour avoir des femmes. La question de l'exception, parce que maintenant, vous avez parlé de la question de l'exception. Moi, c'est un terme qui me gêne un peu parce que l'exception, ça veut dire qu'on sait quelle est la norme. Et je ne suis pas sûre qu'on sache toujours quelle est la norme. Par exemple, Artémise, alors elle nous paraît exceptionnelle, hein, parce que bon, ouais, quand même, hein, bon, elle nous paraît exceptionnelle, c'est une femme forte. Mais en fait, pour une dynaste, elle est tout à fait dans la logique de son rôle. Donc, on ne peut pas parler d'exception véritablement. C'est peut-être, on pourrait juste préciser ça pour notre auditoire, ce terme de dynaste, et revenir sur une idée que vous expliquez très bien dans l'introduction de votre livre, qui est que il n'y a pas seulement la question du critère de genre, de l'identité de genre, il y a d'autres critères, et notamment, dans le cas d'Artémise d'Halicarnasse, le critère social. Oui. Alors, la dynaste, ça veut dire qu'elle appartient à une dynastie. Et dans une dynastie, les membres masculins sont prioritaires pour accéder au trône. Mais quand il n'y a pas de membre masculin, ou quand il est un peu inefficace ou défaillant, ou que ça ne l'intéresse pas, hein, ça arrive aussi, eh bien, on va pas chercher, mais enfin, disons que c'est sa sœur qui est là. C'est sa sœur qui est là, ou sa nièce, etc. Parce que l'important, c'est quand même de préserver, mais ça, je pense qu'à pour l'époque moderne, c'est quelque chose qui est très connu. Hein. L'important, c'est de préserver le lignage, comme on dit, hein, la filiation. Et du coup, c'est vrai qu'on ne peut pas comparer la situation et la capacité d'action d'une femme qui est membre d'une dynastie, d'une femme qui est bonne petite citoyenne, ou je dis femme de pêcheur, excusez-moi, mais qui tient les comptes dans sa maison parce que c'est sa maison et que c'est son rôle dans la maison, et ça depuis l'Antiquité, voilà. Dans la maison, elle est la maîtresse de maison, elle fait tout ce qu'il faut, mais elle ne va pas à l'extérieur autant qu'eux, sauf quand même pour aller au sanctuaire. Enfin, elle a quand même des activités extérieures. Moi, franchement, je ne suis pas d'accord non plus là-dessus. Et pas du tout comme les esclaves, qui sont aussi des femmes, n'est-ce pas? Donc, je veux dire qu'il y a des femmes parmi les esclaves. Du coup, quand il faut penser effectivement à chaque fois à quelle place, et c'est-à-dire que les femmes ne sont pas uniquement déterminées par leur genre. Hein, que les femmes, voilà, on a toutes des itinéraires, tous des itinéraires qui sont déterminés par des tas de facteurs, et le sexe, on va dire la naissance, hein, l'attribution d'un sexe à la naissance, qui fait que cette classification, elle compte énormément dans les sociétés, elle compte énormément parce que ça va donner lieu à des rôles, à des fonctions, à des attentes, même vous l'avez dit, à des représentations négatives, positives, etc. Mais néanmoins, dans la vie réelle, au-delà de ces représentations, malgré tout ça, c'est pas ça qui est complètement déterminant. Ou en tout cas, il faut le démontrer. Merci beaucoup. Corinne, vous voulez intervenir ? Oui, enfin, dire quand même que ces représentations, pour moi, elles sont vraiment déterminantes justement de la manière dont souvent elles sont tellement intériorisées par les femmes et par les hommes que justement elles sont embodied, comme on dit en anglais, enfin elles sont l'incorporation, que ça quand même ça tisse un certain destin et une certaine manière de vivre et de savoir ce qu'on peut faire ou pas. Après, il y a toujours des individus qui transgressent, mais je pense que justement la question du genre et des représentations de genre qui sont derrière
et qui dessinent des rôles sont absolument fondamentales dans la manière dont les hommes et les femmes se comportent dans leur vie, dans leur quotidien, que ce soit socialement ou même dans leur intimité. Et pour moi, en tant qu'anthropologue, les représentations sont absolument majeures. Alors pour répondre à la question qui a été posée, je crois que j'ai tout à l'heure un petit peu évoqué un peu les choses. Peut-être je peux redire certaines choses. Ou ajouter des choses. Oui, c'est que, en fait, donc, comme je l'ai dit, les femmes pensent qu'elles n'ont rien à dire, enfin, les femmes de pêcheurs, qu'en fait, qu'elles n'ont absolument pas de témoignages intéressants à dire, et que, je l'ai déjà dit tout à l'heure, leur mari est une sorte de héros. C'est lui qui doit parler, surtout quand il est vivant. Mais en fait, ce qui est intéressant, c'est en fait qu'il est plus facile, par contre, en fait, parfois, d'accéder à la parole des veuves, c'est-à-dire des femmes dont le mari est mort. Parce que justement, le mari n'étant plus là, en fait, elles n'ont plus cette culpabilité éventuellement là, de faire de l'ombre à la parole de leur mari et de lui voler la vedette, on va dire. Puisque faire un entretien avec quelqu'un, c'est toujours aussi le valoriser, le mettre sur un piédestal, encore plus quand on le filme. Donc, il y a cette idée que parfois, donc là, c'est plus facile d'accéder à la parole des veuves de ce point de vue-là. De ce point de vue-là, parce que le mari est absent et donc, voilà, elles ont toutes... le coup de projecteur peut être entièrement sur elles. Mais aussi parce que les veuves ont un statut particulier, surtout dans le milieu maritime. Où pendant très longtemps, d'ailleurs, il était très mal vu pour les femmes veuves de marins de se remarier, ce qui aujourd'hui n'est plus le cas. Mais enfin, c'est resté quand même... bon, il y avait aussi, surtout en Bretagne, des rituels aussi de deuil, des capes particulières à Ouessant. Bon, il y a toute une iconographie... je ne vais pas rentrer dans l'histoire de l'art aussi, mais très importante sur tout ça. Des rituels funéraires aussi, surtout... quand il y avait des naufrages aussi, on n'a pas le temps d'en parler, mais où les femmes étaient très, très impliquées. Donc, en fait, la question, les veuves aussi, je pense qu'il faut le dire, ont un statut un peu différent. Et en fait, elles sont un peu masculinisées quand elles deviennent veuves. Et d'ailleurs, un des éléments qui m'a toujours frappée en Bretagne, c'est qu'en fait, on donnait aux veuves une licence de bar. C'est-à-dire pour subsister quand leur mari était mort en mer, dans le Finistère, il était très courant qu'elles tiennent un bar. Donc il n'y a pas plus une activité encore publique, un bar de marins, qui est tenu par une femme, souvent veuve, donc pour en même temps qu'elle ait un gagne-pain pour continuer à nourrir ses enfants. Alors ça, donc il y a un statut de veuve particulier. Je me permets, Corinne, c'est qu'après la guerre de 14, les veuves de guerre obtiennent, et c'est Peggy Bett, l'historienne Peggy Bett qui l'a bien montré, les bureaux de tabac. Ah oui. Parce que comme c'est la manufacture des tabacs, c'est une entreprise d'État, l'État va donner en priorité les licences pour les bureaux de tabac aux veuves de guerre de la guerre de 14. C'est le même mécanisme. Violaine, vous vouliez peut-être rajouter quelque chose et puis ensuite on va passer à vos questions. Préparez-vous. Non, c'était juste pour rebondir sur la perspective anthropologique et la perspective d'histoire sociale, parce qu'en fait là c'est des perspectives un peu différentes. Je pense que la question des représentations, c'est exactement ça, et du déterminant. Quand on travaille, alors je parle, les anthropologues, je ne parle pas pour vous. Pour les historiens du social, c'est vrai qu'on a un peu ça derrière la tête, c'est-à-dire on a toutes ces représentations, on a beaucoup travaillé là-dessus, on les connaît, je pense, assez bien quand même. Et du coup, on est intéressé, alors les individus, oui, par les individus, les trajectoires individuelles, qui nous aident à un peu voir de quelle manière les gens font avec les représentations. Et donc ces trajectoires individuelles, on va les additionner, on peut essayer avec des bases de données peut-être de finalement arriver à mesurer, de voir jusqu'où ça peut aller, quelles sont ses capacités d'action. Mais je ne sais pas si on pourra avoir une réponse sur qu'est-ce qui est plus déterminant l'un que l'autre. Mais je trouve ça intéressant de partir aussi des individus pour voir ce que ça dit de ce qui était possible malgré en fait le poids de ces représentations qu'on connaît bien. Donc malgré ce poids-là, qu'est-ce qu'il était possible de mettre en œuvre? Qu'est-ce qu'il n'était pas possible aussi de faire? Et je trouve que c'est quelque chose qui nous apporte aujourd'hui un peu plus de nouveautés et de nuances
sur, par exemple, là, les femmes qui prennent la mer, c'est une question, a priori, on aurait répondu non. Nous, on en a discuté avec des collègues, on se disait, voilà, différentes tables rondes, les femmes dans les ports, les femmes sur la mer, bah non, mais tu connais, tu as des sources et tout. A priori, on répond non, puis après, on se dit, ah bah si, en fait, il y en a. Donc, en fait, c'est en travaillant quand même sur ces trajectoires, on se dit, bah, finalement, ces représentations admises, communes, qu'on connaît, comment les gens, ils les vivaient, qu'est-ce qu'ils en faisaient? Est-ce qu'elles avaient un impact? Alors, on peut penser que oui, on connaît, bien, on est éduqués, filles, garçons, etc. Mais comment ça se passe dans la vie d'adulte? Oui, c'est aussi pour la même raison, une minute, que moi j'ai voulu faire justement des portraits. C'est-à-dire c'est des individus et comment ils se débrouillent aussi avec ces normes-là. Mais voilà, donc il y a les deux, il y a les représentations et les individus. Mais bon. Et l'articulation des deux. Oui, je voulais juste revenir sur la notion de transgression et navire, un monde sans femmes, un univers typiquement masculin. Oui, alors c'est vrai qu'on a cette représentation négative, donc ces superstitions de femmes qui ne doivent pas monter à bord d'un navire, à l'instar des lapins. Enfin, on ne doit même pas prononcer le mot lapin à bord d'un navire à l'époque moderne. Je crois que ça perdure encore aujourd'hui. En fait, ça... Moi, je ne sais pas quelle est la part du fantasme là-dedans, mais en tout cas, ça masque en réalité la peur du désir que peut inspirer le corps de la femme. Elle est toujours ramenée à sa sexualité, à son corps, et c'est vrai que ça rappelle toutes les injures qui peuvent être adressées aux femmes à l'époque moderne, qui sont toujours les mêmes aujourd'hui, qui les ramènent à leur sexualité. Mais en même temps, on a des exceptions quand même à l'époque moderne, alors qui là entrent dans la catégorie des transgressions. Enfin, pas complètement. On a des femmes, par exemple, qui prennent la mer tout simplement parce qu'elles ont besoin de faire une traversée. Là, ce sont des passagères. On n'est pas dans la transgression. Elles sont acceptées sur les navires. Donc, je pense qu'il faut qu'elles se fassent discrètes. Mais pensez, par exemple, aux filles du roi qui sont envoyées à la fin du XVIIe siècle en Nouvelle-France. Il faut bien qu'elles prennent la mer pour rejoindre la Nouvelle-France. Donc là, ça passe. On a des femmes aussi qui rejoignent Saint-Domingue, les colonies françaises en Amérique. Il faut bien qu'elles prennent la mer. Donc là, elles sont admises comme passagères. Donc dire que le navire est uniquement un monopole masculin, pas complètement. Oui, pour les gestes, le savoir-faire, la guerre aussi, mais pas complètement. Par contre, on a des transgressions qui sont vraiment des exceptions. Jeanne Barré, par exemple, la compagne de Commerson, le botaniste qui accompagne Bougainville. Ils vivaient en concubinage, je ne voulais pas se séparer. Elle-même était botaniste. Elle l'accompagne, elle se déguise en homme, elle se travestit. Elle est découverte. Bougainville les débarque en 1768 sur l'île de France. On a aussi des femmes pirates, donc Anne Bonny, Mary Read, qui ont travaillé aux côtés de John Rackham. Mon collègue Philippe Rodet, je vous en parlerai beaucoup mieux. Mais finalement, on constate, après, quand on regarde plus précisément dans les sources, que cette règle de pas de femmes sur les navires, elle est largement assouplie quand on manque de marins. Alors, la condition, c'est que le navire ne s'éloigne pas des côtes, mais par exemple, Claude Masse, un ingénieur cartographe qui passe en Saintonge dans les années 1710-1720, est très surpris de voir des femmes, alors je vous le cite, elles font fonction de matelots, ils font communément les passageux de la rivière de Seudre, donc elles font le passage d'une rive à l'autre. Elles vont à la pêche, conduisent souvent jusqu'à La Rochelle des chaloupes. Ce qu'il y a de singulier en ce passage, c'est qu'il n'y a que des femmes ou filles ou petits garçons qui conduisent ces chaloupes. À la vérité, elles nagent, elles conduisent les navires aussi bien que les meilleurs matelots. Et si elles sont du genre féminin de nature, elles sont plus rustaudes et d'un naturel plus brutal que les matelots qui voguent sur la mer et des plus téméraires qui, en amateurs d'injures, n'a qu'à chagriner ces matelots. Et on les retrouve embarqués pour la pêche du maquereau, pour la pêche des huîtres. Alors, ce sont des pêches qui restent toujours à vue des côtes, qui nécessitent pas, enfin, ce sont des pêches. Alors, le maquereau, ça peut durer quelques semaines. La pêche des huîtres, c'est une pêche journalière. Mais on voit bien qu'elles peuvent être utilisées en appoint sur des navires faute d'hommes, tout simplement. Elles sont tolérées. Et là, on retrouve un pragmatisme de la société. Alors, c'est de l'appoint. Quand les hommes reviennent, on n'en a plus besoin. Mais on voit bien aussi cette capacité des femmes à se glisser dans des brèches, laissées libres par des hommes à exercer leur capacité d'action. Merci beaucoup. Alors, cette notion de capacité d'action, donc en anglais, on nomme agency, que nos amis québécois nomment agentivité. Vous l'avez beaucoup évoqué toutes les trois, et
c'est-à-dire cette articulation entre les contraintes et les formes d'autonomie. J'étais particulièrement frappée, Emmanuel, que vous évoquiez ces femmes revendicatrices, parce qu'il me semble que dans un des portraits que j'ai vu de vos femmes de marins-pêcheurs, il y en a une qui raconte comment c'est elle qui va négocier le prix de la journée et qui va finalement contester au patron la somme qui est allouée à son mari et aux autres marins. Et donc c'est elle qui mène le combat. Alors, on a très envie de continuer à discuter, mais je crois que vous avez aussi beaucoup de questions. Donc, je vous invite à lever la main pour qu'on puisse vous apporter les micros. Alors, on a mademoiselle ici. Voilà, vous avez un micro. Merci. Merci beaucoup pour vos interventions très intéressantes. J'avais 2 questions pour Corinne Fortier. La première, ce serait de savoir comment votre immersion dans ce milieu très masculin a été vue, puisque vous aviez dit que vous pourriez aborder ce point. Et la seconde question, c'est sur la migration, puisque vous avez dit que vous aviez aussi travaillé sur la question des migrants, et donc comment les femmes sont perçues lorsqu'elles migrent et donc elles se retrouvent sur ces bateaux. Merci beaucoup. Je vais juste... Est-ce qu'il y a d'autres questions? Parce que le temps passe et faites-moi confiance, il vaut mieux qu'on prenne une batterie de questions, qu'on se répartisse et ensuite on donne la parole à nos intervenantes, parce que sinon, vous n'aurez pas le temps de poser toutes vos questions. Alors, monsieur et ensuite madame. Monsieur. Oui, moi, ma question elle était pour Violaine Sébillot-Cuchet. Vous avez parlé des femmes dynastes qui exercent une fonction politique, militaire. Et c'est vrai que dans le monde grec ancien, j'avais plutôt l'image des femmes complètement exclues de la vie politique, cantonnées au foyer ou à des fonctions religieuses, mais surtout sur l'exemple de l'Athènes démocratique. Donc, est-ce que c'est une anomalie athénienne ou est-ce qu'à l'inverse, Artémise, c'est une anomalie d'une marge du monde grec au contact de la Perse? Enfin, voilà, en fait, quelle est la norme, entre guillemets, Merci. s'il y en a une? Madame. Bonjour, alors moi ça serait plutôt une question pour Emmanuel Charpentier. Ah bah, vous êtes formidable. J'étais en train de me dire, j'espère que c'est une question pour Emmanuel Charpentier, mais merci. Ben voilà. Vous êtes parfaite. À propos de ces femmes qui arrivent à devenir matelots, ou qui donc sont matelots parce qu'il manque des hommes, est-ce qu'elles peuvent être immatriculées, apparaître sur les rôles matricules? Bien. Alors, Corinne. Alors juste, si c'est... Pardon. Manon, voilà, oui, juste... pardon, excuse-moi, je t'avais pas vu. Alors bon, on se connaît, c'est pour ça qu'on se tutoie, mais pour le voilà. Donc une question pour Manon Pignot, et donc voilà, spécialiste sur la guerre. Et donc en fait, moi j'ai vu l'analogie tout de suite. Je pense que tu as dû la voir. Donc pour tout le monde, le recueillir la parole de ces femmes et qui s'effacent et qui n'ont jamais rien à dire, moi ça fait penser aux résistantes. Où en fait, quand elles assistent aux entretiens des résistants, bah, tout d'un coup, en fait, c'est elles qui se souviennent de pas mal de choses, et puis on se rend compte qu'elles faisaient aussi des choses, donc elles résistaient. Mais elles n'ont pas les médailles forcément tout de suite, ou alors très longtemps après. Ensuite, les femmes qui prennent un commandement, enfin voilà, depuis l'Antiquité, mais jusqu'à maintenant, et ça a traversé les siècles, et puis les pirates, Jeanne de Belleville, enfin bon, voilà, il y en a aussi partout et à tous les moments, sur la piraterie. Et puis finalement, l'analogie aussi avec la guerre, elles sont remplaçantes, ces femmes. Voilà. Bon, c'est plus une remarque, mais je pense que voilà, quand tu brasseras, d'accord avec toi. Il y a effectivement des analogies très fortes entre le monde maritime et le monde de la guerre et ce rôle de remplaçant. Et finalement, c'était juste la question, s'il y a le temps, c'est la recomposition des identités à partir... En fait, on est sur un espace frontalier. Pour le genre, donc, qui peut être un espace exceptionnel, puisque majoritairement on est plutôt sur la terre normalement, et la mer fait un peu figure d'exception, comme le temps de guerre en fait, qui semble suspendre le genre à un moment, et puis quand ça redescend, voilà, ça revient. Oui, merci. Bon, merci pour ces 2 questions qui me permettent d'ajouter des choses. Donc, en effet, en fait, moi, mon insertion, elle s'est très bien passée. En fait, dans ce milieu masculin. Je ne sais pas si vous connaissez la photographe Anita Conti, regardez ses photos. Elle a pris des magnifiques photos aussi au Cap Horn et sur un bateau. Et donc, elle a été complètement... elle est partie très longtemps sur ce bateau et elle a toujours été respectée et elle a pu capter l'intimité. Pour moi, c'est les plus belles photos qui existent de la pêche. Et c'est une femme qui les a faites dans un milieu complètement masculin. Donc, je pense en fait que c'est plutôt même un avantage, en fait, paradoxalement. Parce que, en fait, il y a aussi un côté peut-être pas un peu protecteur finalement
enfin, je veux dire, justement, dans ces rapports de genre où aussi les hommes vont un peu protéger la femme, qui envoie aussi comme à une hiérarchie, mais voilà. Donc, en fait, c'était plutôt bien passé. On m'a beaucoup respecté, mais en même temps, c'était aussi un apprivoisement. C'est-à-dire qu'on vous teste. En fait, on vous teste. Après, c'est pas la question du genre c'est de savoir comment on se comporte sur un bateau, c'est-à-dire si on est malade, pas malade, où on se met la place. Si on ne pose pas des questions trop idiotes, si on les embête pas. Et c'est vraiment en fait une question, après, quand on est sur le bateau, plus de personne à personne, en fait. Et on a l'impression que la question du sexe ou du genre n'a plus d'importance, en fait. Mais bien sûr qu'au début, ça a de l'importance, d'autant plus aussi que moi, je ne suis pas bretonne, j'ai un nom normand. Que la Normandie et la Bretagne, c'est pas nécessairement les régions qui sont les plus amies, que je viens de Paris, donc une Parisienne en plus voilà. Donc en fait au début et une femme, donc c'est-à-dire que je cumulais pas mal de handicaps, surtout en Bretagne où c'est très important en général. Si on est breton, on a déjà la porte qui est plus ouverte, quoi. Donc en fait voilà. Donc mais en fait ça s'est très bien passé. J'ai toujours été très respectée. Et par exemple, pour revenir un peu plus généralement aussi à la question du lapin, des femmes, voilà, parce que ça revenait toujours aussi, la question de porter éventuellement malheur ou pas, enfin sur le bateau. Et en fait, ça se finissait toujours, en général, ils étaient très gentils avec moi en disant que je leur avais porté bonheur. C'est-à-dire, voilà, c'est-à-dire qu'ils avaient bien pêché le jour où j'étais sur le bateau. Donc en fait, cette représentation négative, elle était retransformée en positive. Mais juste au-delà de l'anecdote, c'est aussi, en effet, les lapins. Alors on ne dit pas, en effet, ce qu'a dit Emmanuel, on ne prononce toujours pas le nom lapin, on dit des grandes oreilles. Il y a plein de périphrases pour ne pas nommer le nom du bateau, mais ça le lapin sur le bateau. Mais ça renvoie aussi aux femmes. En fait, le lapin, pourquoi ? Parce qu'en fait, en général, les explications, c'est de dire que le lapin, il va rogner le bois du bateau, donc il va le faire couler, etc., dans les cales, etc. À mon avis, c'est des choses qui ne sont pas exactes, mais ça renvoie à des représentations plus symboliques qui sont liées justement à la sexualité, à la procréation, puisque les lapins, et en particulier les femelles, se reproduisent beaucoup. Et en fait, je pense qu'il y a toute une symbolique qui fait que si on a un lapin qui se reproduit trop sur un bateau, c'est aussi qu'il va, paradoxalement, on va pas pêcher, il va prendre la ressource. C'est la même chose qu'une femme. Une femme qui est liée aussi à la procréation. Il y a un rapport à la procréation particulier, et aussi aux nonnes, parce que aussi les nonnes et les religieux sont interdits sur le bateau. Et là aussi, c'est intéressant parce que les nonnes ou les religieuses, elles n'ont pas de sexualité, elles n'ont pas de procréation. En théorie, oui, enfin bon. Après, en théorie. Donc en fait, il y a ce rapport entre les lapins et les femmes lié je pense, à la sexualité et la procréation. Mais à mon avis, derrière, il y a quand même cette idée de ne pas avoir accès aux ressources qui sont derrière ces représentations un peu folkloriques, hein, on va dire. Bon, alors, votre deuxième question, c'était concernant les migrants. Donc bon, là, c'est un autre sujet. Mais malheureusement, la question du naufrage, enfin moi j'ai abordé ça par rapport à la question du naufrage, des rituels de deuil aussi, de mort. Parce qu'en fait, comme la question aussi très importante pour les veuves, c'est que quand le mari est mort en mer et qu'on ne retrouve pas son corps, la question du deuil est très très difficile. Il n'y a pas de tombe. Alors après, on a tous vous connaissez les mémorials sur les péris en mer. Bon, il y a des rituels dont j'ai pas le temps de parler, etc. La proella, une petite croix de cire en ahouissant, qui en fait une sorte qui remplace un substitut du corps du défunt. Et en fait, c'est la même chose qui se passe avec les migrants en fait. C'est-à-dire que les migrants aujourd'hui, non seulement on leur prend, enfin voilà, la mer leur prend leur vie, mais elle leur prend leur mort, parce que souvent ils n'ont pas de corps, les corps ne sont pas retrouvés, les familles ne savent pas. Donc, et surtout aussi là on est dans un monde chrétien, les migrants on peut être dans un monde chrétien ou musulman, mais c'est pareil dans le sens où la vie dans l'au-delà aussi est autant importante que la vie ici-bas dans le monde chrétien comme dans le monde musulman. Donc en fait c'est un double deuil pour ces parents. Enfin, déjà que leur fils, souvent très jeune, qui soit mort, qui viennent du Maghreb, de l'Afghanistan ou d'Afrique de l'Ouest ou du Sénégal ou d'ailleurs,
Et il y a aussi le fait de ne pas pouvoir les pleurer, de ne pas pouvoir les enterrer, et parce qu'il y a cette idée aussi que peut-être leur âme va errer. Je ne sais pas si vous avez aussi... bon, il y a aussi tout ce folklore maritime autour aussi des goélands, où on dit... bon, je ne sais pas si vous connaissez les chansons de Damia aussi, une très belle chanson sur les goélands, qui dit que justement les goélands, ce sont les âmes des pêcheurs, des marins qui sont morts en mer. Eh bien, en fait, on retrouve ce genre de représentation dans beaucoup de sociétés, où quand on n'a pas le corps, quand on ne peut pas enterrer, eh ben, c'est une mal-mort. Déjà, c'est une mal-vie. Il n'a pas pu vivre sa traversée. Mais en plus, c'est une mal-vie, mal-mort, on pourrait dire. Donc, il va peut-être errer en plus dans l'au-delà, au lieu d'avoir une place peut-être au paradis ou ailleurs. Donc, voilà. Donc, ça, c'est quelque chose qu'on peut faire vraiment des parallèles, en fait, je pense, autour de ces questions du deuil, de disparition, sans laisser de traces. Et pour vous m'avez parlé des femmes. Moi, j'ai pas fait de. Mais il y a des personnes qui ont travaillé sur les femmes migrantes qui traversent. Il y en a de plus en plus avec des enfants en bas âge, on le sait. Et elles sont bien sûr l'objet de beaucoup plus encore de violences que les hommes, puisqu'elles sont bien sûr objets de maltraitance physique, d'être battues comme tous ceux qui passent par la Libye, par exemple, aussi de violences verbales, mais surtout aussi de violences sexuelles. Et beaucoup d'ailleurs, après aussi tombent enceintes d'enfants, de violeurs qui, voilà, en fait, plus on est dans ces itinéraires, trajectoires de migrants, plus on est vulnérable et plus on est exploité. Et quand on est une femme, on est encore plus exploité, et parce qu'il y a toujours cette exploitation du corps féminin, ou prostituée aussi. Ce qui arrive à certaines aussi migrantes. Voilà. Mais je n'ai pas travaillé sur ce sujet, mais il y a toute une bibliographie là-dessus. Je me permets de vous interrompre, mais il faut que nos deux autres intervenantes répondent aux questions. Et le temps passe et nous devons rendre l'antenne à 45. Donc... Ok, donc moi la question c'était sur la question des dynastes. Hein. Est-ce que ça arrive plus souvent? Est-ce qu'Artémis n'est pas la seule finalement dynaste par rapport à ce qu'on connaît du monde antique, et on connaît Athènes, Sparte, etc. Donc des démocraties dans lesquelles les femmes n'ont pas accès aux assemblées, ne votent pas, ne sont pas stratèges, bon, et que sais-je encore. Alors je ne peux pas répondre à la question de est-ce que c'était la règle, est-ce qu'elle était la règle, quelle était l'anomalie? Parce qu'on n'a pas encore une fois, on travaille avec un matériau hétérogène. Ce que je peux dire par contre, c'est qu'elle n'était pas la seule, Artémise. Ça, c'est sûr. Elle n'était pas la seule. On connaît des dynastes à Cyrène, au VIe siècle. Elle s'appelle Phérétimée. On en connaît dans une cité grecque à côté de Byzance, qui s'appelle la cité de Mania, en Néolide. Et donc là, on est à la fin du 5e siècle, tout début du 4e siècle. On en connaît dans le Péloponnèse, Cratésipolis, au 4e siècle. Donc en fait, on a des exemples, il y en a d'autres. Et ce qui est intéressant, c'est que du coup, effectivement, ça permet de relativiser notre idée que l'Antiquité était constituée de cités toutes démocratiques, comme Athènes, avec les femmes qui étaient exclues de l'espace public. Et d'ailleurs, à Athènes, il y a quand même une fonction qui est intéressante, c'est la fonction de la basileia, ça veut dire la reine. Alors, c'est une fonction rituelle, en réalité, dans l'Athènes démocratique, mais c'est quand même une fonction importante, puisqu'il faut que la personne qui incarne pendant un an cette fonction se tienne bien, soit très digne, pas n'importe qui, qui accomplit ces rituels. Et le fait même que ce terme existe, soit employé, c'est le même terme pour désigner des reines dans des cités dynastiques, c'est intéressant ça. Et ça montre aussi qu'on n'est pas dans une perspective évolutionniste où on serait passé de la démocratie à l'époque classique aux royautés hellénistiques, où on a des reines, elles sont bien connues, jusqu'à Cléopâtre. Donc on aurait des modèles assez homogènes dans l'histoire, mais que dans un même contexte historique, on va trouver en fait une diversité de situations dans l'organisation politique des cités. Et la diversité des organisations explique que des femmes aient pu avoir, je dis des femmes, pas les femmes, des femmes aient pu avoir accès à des fonctions qui étaient a priori qu'on n'aurait pas pensé possible dans une démocratie. Je reviens juste sur la question de la frontière.
Est-ce que la mer est une frontière qui permet d'expliquer des situations du point de vue du genre qui seraient intermédiaires ou ambivalentes? C'est vraiment... Moi, j'y pensais pas pour la mer, pas du tout. Mais pour Artémis, c'est vraiment une question qui a été posée par les historiens. Ils ont dit elle vient de Lyonie. On est sur la côte turque, Asie mineure. Et juste derrière, l'environnement, il est perse. Et on est dans une région où tout le monde ne parle pas grec, comme elle. Elle est d'une cité grecque. C'est la région de la Carie. On parle carien. Donc il y a le carien, il y a le perse, il y a les phéniciens. Et donc évidemment, vous voyez ce que je veux dire. Elle est à la frontière du monde grec et du monde barbare. Mixo-barbare, mix-hélène, on a des espèces de trucs un peu médians qui expliqueraient qu'elle se comporte avec beaucoup de courage, comme on l'attend d'un homme très bien. Et du coup, elle aurait cette identité de genre un peu ambivalente. Ça a été quelque chose qui a été beaucoup présenté de cette manière-là. Moi, je ne suis pas d'accord. Et ça, je n'ai pas le temps de l'expliquer pourquoi je ne suis pas d'accord, parce que je pense que, comme pour la norme, c'est une question de point de vue. Donc, si on se met du côté d'Halicarnasse, on est au centre du monde. Vous voyez ce que je veux dire? Et du coup, le comportement d'Artémis, il est tout à fait normal aussi. Donc, je ne suis pas d'accord avec cette perspective-là. Voilà, c'est tout, mais je n'ai pas le temps de rentrer dans les détails. Je vais te passer son livre, comme ça tu vas pouvoir... Oui, moi, la réponse, c'est rapide. C'est non, évidemment, elles ne sont pas inscrites sur les registres matricules. Elles font figure d'appoint, c'est tout, en l'absence des hommes. Eh bien, écoutez, est-ce que si jamais il y avait encore une petite question? Oui, madame? Mademoiselle? Bah oui, on a encore 5 minutes. On va les prendre. Elles sont à nous. On va les prendre. On a ces 5 minutes. Est-ce que vous pouvez lever la main bien haut, s'il vous plaît? Alors, madame et puis mademoiselle. Alors, on pourrait peut-être situer aujourd'hui, puisque dans la Marine nationale et même dans les sous-marins, aujourd'hui, on a des femmes, depuis 2017, et qu'il y a de plus en plus de femmes donc, dans la Royale, et aussi dans la marine marchande, les pétroliers, etc. quand même. Donc, resituer à aujourd'hui. Ce serait une question pour Emmanuel Charpentier. Pardon. Alors, allez-y, et après, je vous passe la parole. Ce matin, à la conférence Genre et activité maritime, vous avez parlé de la pêche à la crevette, qui était du coup une pêche exercée par les femmes. Et du coup, je voulais savoir pour quelles raisons les femmes étaient pour le coup chargées de la pêche à la crevette et peut-être pas du reste. En fait, c'est une pêche à pied qui ne nécessite pas d'aller en mer, ne nécessite pas non plus de gestes techniques. Bon, voilà, on a comme ça quelques pêches qui sont un petit peu plus genrées que d'autres. Mais bon, sur les... Voilà. Oui, alors moi j'ai une question qui sera dans la continuité de ce que vous venez de dire, Violaine Sébillotte-Cuchet. Que fait-on de la mythologie concernant justement l'exception de ces dynastes? Elles sont nombreuses à être fortes, puissantes, colériques. Voilà. C'est génial, vous avez bien fait, merci pour cette question, parce qu'effectivement, ça nous montre qu'il y a tout un imaginaire chez les Grecs qui renverse complètement les normes attendues qu'on imagine, inscrites, très très fortes. Donc le fait même, alors cet imaginaire, la mythologie, les héros, les héroïnes, et même le polythéisme, les déesses et les dieux. Enfin, il faut quand même penser que les Athéniens, ils vouent le culte, la déesse la plus importante, c'est quand même Athéna. Et donc la prêtresse, parce qu'il y a des prêtres et des prêtresses, la prêtresse la plus importante à Athènes, c'est une femme qui est la prêtresse d'Athéna et qui interdit qu'il y ait des bêtises qui soient commises dans le sanctuaire dont elle a la garde, et y compris si c'est des citoyens, des magistrats haut placés qui viennent, dit non, là, pas de ça chez moi. Donc, et on est dans un espace public, typiquement, qui est un espace en fait fondamental pour la cité, puisqu'on est dans des cités, des démocraties qui sont des démocraties où le lien avec les divinités il est fondamental. C'est pas du tout, on n'est pas dans des domaines, on n'a pas de démocratie laïque. Donc ce rapport au Dieu, ce rapport à l'imaginaire, au mythe, il vient en fait nous montrer qu'il faut que ça se déstabilise, que les normes sociales, telles qu'on les connaît par les historiens de l'Antiquité aussi, Plutarque, etc., sur la femme, la maison, les rôles, etc., en fait, ils étaient tout à fait capables, les Grecs, de penser autrement aussi, et donc d'additionner différentes manières d'interpréter la vie quotidienne, leur vie quotidienne. Merci. Alors, juste pour ajouter mon grain de sel, si j'ose dire, pour la pêche à pied, c'est un peu comme pour la chasse. C'est-à-dire que les hommes chassent et les femmes cueillent. Les chasseurs-cueilleurs, la cueillette, c'est les femmes, et puis les hommes chassent. Voilà. Sinon, on peut aussi parler des goémoniers et des goémonières, qui est aussi une activité, mais c'est les algues, là. Mais c'est une activité aussi féminine qui se faisait en couple.
Eh bien, je vous remercie beaucoup pour votre attention. Pour votre, voilà. Merci à tous et à toutes. Merci pour votre fidélité au rendez-vous de l'histoire de Blois. Et puis surtout, merci à nos 3 intervenantes, Corinne Fortier, Violaine Sébillotte-Cuchet et Emmanuel Charpentier. Merci.